Bonjour et bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. Aujourd'hui, on a un bon film au programme. Là. On l'a pas aimé à la même hauteur, disons, mais bon. On parle aujourd'hui du film Sid and Nancy en ce beau dimanche ensoleillé. Bon, vous écoutez ça sûrement un mardi ou un jeudi. Mais bon, je pense qu'on n'est pas loin d'être rendu à l'été. Là. L'été s'en vient tranquillement. Oui, l'été s'en vient, mais Météo Média nous annonce de la neige pour les jours à venir. Ouais. On vient d'aller courir un petit peu dehors en t-shirt. C'était vraiment super le fun. Mais on est en début mai. Là ouais, je pense que ça sort plus à la fin mai ou peut-être début juin. Ou en tout cas, je sais plus trop. J'espère que rendu là, il n'y aura plus de neige. Mais pour aussi. l'instant, il y en a encore qui annoncent. Donc, ben oui. Aujourd'hui, c'est ça, on parle de Sid and Nancy, qui est un biopic. C'est-tu notre premier? De Criterion? Ouais. C'est sûr que Spinal Tap, ça pourrait rentrer là-dedans, mais je pense que c'est notre premier vrai biopic, malgré que... le Titanic, là, on a fait la biographie du Titanic. Mais malgré que Sid and Nancy, en tout cas, j'ai trouvé, c'est pas tant un biopic traditionnel, disons. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Là. On est loin de Rocketman et de... Ouais. tous les autres. Je pense pas que c'est un film qui aurait pu donner ce genre d'histoire-là non plus. Il y a pas de la drogue quand même dans tous les autres. Tu sais, mais ça finit pas mal dans les autres. Là. En tout cas, voilà, on va y revenir. Donc, évidemment, un biopic de Sid Vicious et de Nancy Spungen. Voilà, Sid Vicious, évidemment, qui est le bassiste des Sex Pistols, exactement. Donc, on va commencer un peu avec la fiche technique du film. Donc, c'est un film réalisé par Alex Cox, que je connaissais pas vraiment, à vrai dire, avant ça. C'est un réalisateur, scénariste et auteur et acteur même anglais. Il connaît du succès assez jeune avec le film Ripple Man et Sid and Nancy, qui ont tous les deux été faits au milieu des années 80. Puis, mais depuis Walker, en 1987, il s'est tourné vers le cinéma indépendant. Ces trois films-là que je vous ai mentionnés, c'est les trois qui font partie de la collection Criterion aussi. Par la suite, c'est ça, il n'a pas fait grand-chose, à part peut-être avoir... j'ai dit co-écrit Fear and Loathing in Las Vegas, qui est aussi un Criterion, mais il n'est pas vraiment co-écrit. En fait, c'est lui qui était supposé le réaliser, puis qui écrivait le scénario, puis en tout cas, il y a eu des problèmes avec l'auteur du livre. Je me souviens plus exactement c'est quoi, le Hunter S. Thompson, quelque chose comme ça. En tout cas, donc il a quitté le projet, puis c'est Terry Gilliam finalement qui a repris le projet. Puis il avait pas mis à la sortie du film, on n'avait pas mis son nom dans les crédits du film. Puis Cox a poursuivi l'équipe et puis il a gagné, il a eu gain de cause, donc il est crédité comme co-auteur du film, mais bon, co-scénariste en fait. Il est depuis 2012 enseignant à l'Université du Colorado à Boulder. Puis il entretient une passion aussi pour les western spaghetti. Puis il a même écrit un livre puis plusieurs articles sur le sujet. On pourrait peut-être préciser qu'est-ce qu'un western spaghetti, parce que c'est un terme qui m'est apparu pour la première fois dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Puis je connaissais pas ça avant. Tu t'en souviens dessus, c'est quoi? De mémoire, là, c'est, il me semble, une espèce de série de films, une espèce de courant, si on veut, là, de films vraiment cheap à faire en Italie, des westerns. Donc, puis on les appelait western spaghetti parce que justement c'est italien, fait que c'est pas de préjugés du tout là-dedans, là, mais c'est ça, puis c'était facile à faire et tout, un peu comme du spaghetti dans le fond, puis c'était, voilà, c'est le souvenir que j'ai. Est-ce que c'est pas mal ça? C'est à peu près ça, ouais. En fait, c'est des maisons de production italiennes qui financent ces films-là, mais ils sont surtout tournés en Espagne, tu sais, notamment La Brute et le Truand, je sais pas pourquoi je l'ai dit en français. Tous les films c'est ça, tous les films de Sergio Leone, de Corbucci. Donc ça fait tous partie de ces western spaghetti là, qui étaient très aimés du réalisateur Alex Cox. Il va en faire quelques-uns là, mais lui va plus tourner en Amérique latine. Il entretient vraiment une passion avec l'Amérique latine, puis surtout avec la révolution pas d'indépendance, là, mais en tout cas la révolution au Nicaragua. Il a aussi été l'hôte de Moviedrome sur la BBC, qui est une période
je me souviens plus c'était quel jour, mais disons, pendant une journée de la semaine, il y avait un film qui était présenté, des films cultes là, notamment, puis avec une introduction d'Alex Cox. Je crois qu'au total, il en a fait 141. Puis ça a fait une bonne impression sur les réalisateurs Ben Wheatley et Edgar Wright, notamment. Ben Wheatley qui a fait High Rise, que je crois que tu n'aimes pas vraiment. En fait, High Rise, là, j'ai regardé ça avec ma mère, puis on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Puis finalement, honnêtement, je sais pas combien de temps on a réussi à regarder le film. Je pense qu'on a peut-être arrêté un petit peu plus qu'après la moitié. Mais c'est un film qui a aucun sens, là. Ça se passe à une époque jamais déterminée. Il y a... mon Dieu, je me rappelle même pas de son nom. C'est Tom Middleston. Middleston, ouais, qui est comme dans un espèce de building où les étages suivent les classes sociales. Puis le film commence, puis il mange un chien. Tu sais, il y a comme plein d'affaires là-dedans, puis en tout cas, il y a beaucoup de sexe. On l'a, mais je l'ai jamais vu. C'est particulier. La pochette, elle ressemble un petit peu à Clockwork Orange, là. Ouais. C'est un triangle. En tout cas, c'est bizarre. Il a fait Sightseers aussi, qui est un film que j'apprécie aussi. Puis Edgar Wright, il n'y a plus besoin d'introduction non plus. Baby Driver, Hot Fuzz, beaucoup de films avec Simon Pegg et Nick Frost. Mais bon. Puis aussi... les influences de Cox à lui-même sont multiples, d'Akira Kurosawa à Luis Buñuel et au western de Sergio Leone, de Corbucci et de John Ford aussi. Ford. Puis c'est ça, comme je l'ai dit, il y a 3 films dans la collection. Ils viennent quand même assez tard, les prochains, mais Repo Man, en fait, il y a un autre film aussi avec Jude Law qui, j'imagine, c'est un remake, là, mais qui a été fait 2009 peut-être, là, mais ça a l'air d'un thriller particulier, disons. Puis Walker, ça a l'air d'être, je pense que c'est un western justement, puis ça met en vedette Ed Harris, donc dans un autre rôle western. Oui, exactement. Mais il était jeune à l'époque, en 87, là, il commence à être jeune un peu. On fait référence bien sûr à la série Westworld qu'on regarde avec passion. Oui, exactement. Donc c'est un film britannique sorti en 1986, donc seulement 7 ans, pour être précis, après la mort de Sid Vicious. Bon, spoiler alert, mais bon, tu sais, je pense que on connaît tout un peu le destin de ça, même si on connaît pas vraiment l'œuvre des Sex Pistols. On sait que c'était un band assez punk, assez trash. Puis voilà, une fin tragique pour lui et pour Nancy. Mais bon, un film en couleur, en format widescreen traditionnel. C'est le studio Goldwyn qui l'a produit avec un budget de 4 millions, puis il va faire 2,8 au box-office. Je m'attendais quand même un peu plus que ça. Tu sais, c'était quand même un sujet relativement d'actualité, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, mais en même temps, puis je vais en reparler là, dans les informations, bien sûr, mais c'est pas un film qui a fait l'unanimité, loin de là. En fait, là, c'est un film qui est pas très aimé. En général, je vais pouvoir expliquer pourquoi plus tard. Donc on l'a dit, c'est un biopic, donc un film biographique, mais c'est aussi un drame, puis un musical, là, on pourrait dire ça comme ça. Là. Il y a tu sais, je parle pas une comédie musicale, mais bien un musical, un film avec de la musique. Là, ça, donc, on est loin encore une fois des autres là, qu'on a vus récemment qui sont sortis dans les dernières années. Heureusement pour moi, du moins, parce que c'est ça. Moi, c'est un peu à ça que je m'attendais. C'est pas ça que j'ai eu, disons. Non, exactement. Producteur, c'est Eric Fellner. Le directeur photo aussi, il faut le signer, Roger Deakins, qui a travaillé avec Denis Villeneuve, mais qui a gagné son 2e Oscar cette année. Pour 1917, le long plan séquence, les plans séquences qu'il fait dans le film. Puis il en avait gagné un autre pour Blade Runner 2049 aussi, de Denis Villeneuve. Mais c'est ça, c'est un des plus grands directeurs photo, je crois, de l'histoire du cinéma. Une distribution quand même assez, à part pour Gary Oldman, qui est évidemment très connu aujourd'hui, qui interprète Sid Vicious. Les autres sont pas très connus en fait. Donc parlons un petit peu de Gary Oldman quand même. Là, c'est l'un des acteurs britanniques, je pense, les plus connus aujourd'hui. Il a gagné un Oscar il n'y a pas si longtemps pour Darkest Hour, où il jouait Winston Churchill. Il est reconnu pour sa versatilité. Et son jeu intense, ça paraît une fois de plus là-dedans, dans Sid and Nancy, là. Il est assez intense dans sa performance. Oui, mais moi j'ai trouvé que c'est elle là, qui était plus intense que lui. Lui il est comme, oui, mais en même temps il est assez posé, il est assez calme, il est vraiment comme un peu mou, un peu passif face à tout ce qu'il vit.
Enfin, ça, mais il est assez trash quand même aussi. Oui, quand même, mais un excellent acteur. Il va être connu justement pour ce film-là, mais aussi pour JFK, dans lequel il va jouer en 91, je crois. Il va jouer dans plusieurs grands classiques comme Dracula de Francis Ford Coppola, The Fifth Element de Luc Besson, même chose pour Léon de Professional, Air Force One, Harry Potter 3, 4, 5, etc. Juste 3, 4, 5. Non, je pense qu'il revient comme un souvenir. C'est son oncle, son parrain en fait. Il va jouer aussi dans la trilogie du Dark Knight en tant que commissaire Gordon, et il va jouer dans Tinker Tailor Soldier Spy, qui est un film d'espionnage, là. Il avait d'ailleurs été nominé pour un Oscar pour ce film-là. C'était sa première nomination, je crois. Il a un petit peu été typecast dans des rôles de personnages excentriques, disons, de personnages étranges. Il joue aussi dans Hannibal, le 2, là. En fait, la suite du Silence des Agneaux, là, où il joue un espèce de défiguré milliardaire. Puis, oui, c'est vrai. On le reconnaît pas, évidemment, non, mais oui, c'est ça, il est particulier. Chloé Webb, qui joue Nancy Spungen, connu pour ce film-là, le film Twins, avec Arnold et Danny DeVito, The Belly of an Architect et Heart Condition. The Belly of an Architect, je crois que c'est un critérium aussi, mais bon, ça serait à confirmer. Plus récemment, on l'a vu dans Shameless, donc la série avec, pas la série britannique, mais la version avec William H. Macy. Drew Schofield qui joue Johnny Rotten, donc le chanteur des Sex Pistols, et il n'est pas très connu, il a surtout fait du théâtre en fait au Royaume-Uni. David Heyman, lui aussi est quand même un peu connu, il joue Malcolm McLaren. C'est un acteur britannique qui est assez peu connu à l'extérieur du Royaume-Uni, mais il va jouer dans The Jackal, que j'ai pas, mais qui est dans un... Le Chacal. Ouais, un triple feature avec Bruce Willis. Ouais. Je l'ai pas vu, mais bon, un jour on va l'écouter. Puis The Tailor of Panama avec Pierce Brosnan notamment. Et un jeune Daniel Radcliffe aussi, ou je me trompe? Peut-être, ça se pourrait. Je sais pas, je pense que c'est comme 2001 ce film-là, fait que ce serait en même temps que... Ah non, c'est sûr que non à ce moment-là. Donc toujours dans des rôles de soutien malheureusement. Debbie Bishop interprète Phoebe, on va y revenir. Tony London interprète Steve Jones, Penny Benson, Paul Cook, et il y a la fameuse Courtney Love qui joue Gretchen, qui est bien connue pour être malheureusement la femme de Kurt Cobain, qui a connu un destin aussi tragique, disons, que c'est de Nancy, puis qui est la chanteuse du groupe Hole aussi. Elle a joué dans quelques rôles au cinéma, mais celui-là c'est un de ses premiers, sinon le premier, donc voilà, je crois que t'as dit des nouvelles. Oui, un jeune Daniel Radcliffe qui jouait Mark dans Le Tailleur du Panama. Je dois avoir retenu ça de mes lectures de trivia Harry Potter, j'imagine. Il faut croire. J'ai jamais... je connais, je pense que c'est une pièce à la base, là, mais... c'est possible, je sais pas, mais... c'est un livre, c'est ça, de John Le Carré. Donc, voilà. C'est lui qui a fait aussi Tinker Tailor Soldier Spy, et puis en tout cas plein d'autres romans d'enquête policiers et tout. Parlons un peu de l'édition Criterion. Donc nous on l'a pas vu sur la plateforme parce qu'il n'est pas disponible le film malheureusement. On l'a trouvé par des moyens alternatifs. Il y a une restauration du film. Bon, je sais pas à quel point ça mérite d'être restauré. Il est quand même assez récent, surtout qu'à l'époque où il est sorti en 98, il ne devait pas avoir une grosse technologie, mais bon. Il y a aussi une bande sonore alternative 5.1 DTS HD Master. Ça, c'est pour les fans vraiment qui ont des gros systèmes de son. Là, donc, voilà. Il y a 2 commentaires audio. Un de 1994 avec le co-scénariste A.B. Wool et les acteurs Gary Oldman et Chloé Webb, l'historien Grail Marcus et les réalisateurs Julian Temple et Leach Kowalski. Et le musicien Elliot Kidd, donc il y a quand même bien du monde là-dedans. Puis dans l'autre commentaire qui a été enregistré en 2001, c'est avec le co-scénariste et réalisateur Alex Cox et l'acteur Andrew Schofield. Donc il y a aussi un documentaire Making of là, de 1987 intitulé England's Glory. Il y a une entrevue de 1976 de Bill Grundy avec les Sex Pistols, ainsi qu'une rare entrevue téléphonique de 1978 avec Sid Vicious. Ça c'est particulier aussi, surtout dans le prochain bonus feature, des entrevues avec Sid Vicious et Nancy Spungen, tiré du documentaire de 1980 DOA
Rite of Passage. Donc là-dedans, je pense qu'on les voit faire une entrevue assez éclatée où Sid est quasiment... il s'endort un peu, puis t'as Nancy qui crie un peu partout. Donc ça a l'air particulier. J'aimerais ça retrouver cet extrait-là, mais bon. Juste, mon knowledge de la série Friends m'a appris que DOA, Dead on Arrival. Ouais, je voulais le préciser. Tu peux dire que c'est la tune de Fall Out Boy là, qui t'a donné ça. Pardon? Ouais, il y a une tune de Fall Out Boy qui s'appelle DOA. C'est possible? Non, mais je parle vraiment de la chanson de Friends. Ouais, je sais. Your Love Lives DOA. Mais bon. Ben c'est ça. Ben oui, ben c'est ça oui. que ça fait, des trivia comme ça. Ça valait-tu la peine d'écouter 10 saisons pour apprendre ça? Hein? Bon, il y a aussi deux derniers petits trucs. Il y a des entrevues d'archives et du film, des archives du film. Et puis, il y a un essai de l'auteur John Savage et des textes de Cox sur Sid, Nancy et le film en général. On pourrait passer justement au résumé qui est assez bref. Là. C'est un biopic assez classique. Mais c'est ça, tu sais, on est vraiment dans le biopic, donc ça commence à la fin, on recule, puis c'est assez linéaire après. Là, dans le fond, c'est un peu... Mais en fait, c'est basé vraiment sur leur relation qui est assez malsaine, assez toxique, puis pleine de drogue aussi. Mais c'est pas leur relation qui est nécessairement malsaine, je pense. C'est plus... c'est Nancy qui est malsaine. C'est plus la drogue, je crois, parce que leur relation est limite belle, là. Mais elle est belle dans leur laideur. Ben, c'est ça, mais dans le fond, c'est que ça commence avec un meurtre là, dans un hôtel, puis Sid est amené par les policiers, il dit... puis là, on comprend pas trop qui est mort, là, mais... Finalement, on apprend rapidement que c'est Nancy qui est décédée à l'hôtel. Puis là, il dit « Je l'ai rencontrée à telle place », donc là, on recule à ce moment-là. Puis après ça, ben, c'est comment ils se sont rencontrés, comment ils ont commencé à se fréquenter. Donc, dans le fond, en 1977, Nancy... qui est déjà une addict confirmée, là, arrive à Londres pour coucher avec les Sex Pistols. Puis elle va les rencontrer dans un appartement d'une amie en commun. Linda. C'est possible, Linda. Ouais. Ensuite, un petit peu plus tard, là, Nancy va vendre de l'héroïne à Sid, puis on comprend que Sid a jamais touché à ça vraiment avant de la rencontrer, donc lui vend de l'héroïne, puis ils vont commencer à se fréquenter après qu'elle se fasse lancer une bière en plein visage, là, il éprouve un petit peu de pitié pour sa situation, puis tout ça, comprend qu'elle a peut-être un peu de difficulté dans la vie, puis tout ça, commence à se fréquenter là. En 1978, Sid puis le groupe vont se séparer parce que les autres membres du groupe n'aimaient pas trop l'effet que Nancy avait sur lui, parce que c'est ça, ils sont vraiment là, profondément ancrés dans ce nouveau mode de vie pas très sain, disons-le comme ça. Non. Puis après ça, ils s'en vont en fait à New York où Sid va commencer une carrière solo, puis ça va être Nancy sa gérante, fait qu'on peut se douter que ça va pas super bien aller à ce niveau-là. Ça ressemble un peu à This is Spinal Tap, là, au final. Ouais, mais mettons qu'on la fille qui arrive, ou les Beatles, la fille qui arrive, qui casse le groupe. J'ai pas l'impression qu'à part peut-être de la marijuana, les Beatles devaient pas consommer du crack puis de l'héroïne. Oui. Ben, malheureusement, du LSD, puis du... Ouais, mais on dirait que c'est plus beau, tu sais, de leur bord. Il était plus jeune. Enfin, aussi. Mais, quoi que Sid avait 21 ans. C'était plus tôt dans l'histoire. Ah oui, ok. Ben oui, dans ce sens-là, mais enfin... à un moment donné, il y a Nancy qui commence à être vraiment down là, par tout ça, commence à être un peu suicidaire, puis elle décide de faire un pacte de suicide avec lui. Mais là, Sid a comme, après plusieurs semaines, là, Sid a comme une envie de changer sa vie, de retourner à Londres, parce qu'ils sont à New York encore, puis il veut se sortir de ce pacte-là. Puis après lui dire, dans le fond, que finalement, il veut redevenir clean, il veut recommencer à neuf et tout ça. Nancy le supplie là, de la tuer. Puis là, ben, c'est vraiment pas très clair, en fait, puis c'est voulu, là, je vais pouvoir y revenir dans les infos. Mais là, Sid tue Nancy, en fait, mais d'une façon vraiment lâche, vraiment comme juste, il donne un coup de couteau dans le ventre, mais c'est pas tant voulu, honnêtement, là. C'est vraiment plus un accident que d'autres choses, puis là, ils vont dormir. Puis Nancy se réveille au milieu de la nuit, il y a du sang partout dans la chambre, puis elle s'effondre sur le plancher de la salle de bain, puis ben voilà. Ouais, ben il faut dire aussi que c'est comme un peu enrobé de mystère, là, cette histoire-là, parce que les deux étaient gelés, puis évidemment, quand Sid s'est réveillé, ben il l'a vu, il y a des gens qui ont
j'ai entendu quelque chose, là, puis c'est pas lui, je crois, qui a appelé... Ah oui, c'est lui qui a appelé. Ben non, mais dans le film, il y a un de leurs amis qui vient, puis qui voit Sid avec plein de sang partout autour de lui, les mains, avec le couteau aussi, puis tout ça, puis il dit Sid, that's not good. Puis, mais c'est ça, Sid Vicious va dire lui-même que ça doit être lui qui l'a tué, mais qu'il sait pas. Ouais, ben j'y reviens justement dans mes infos, là, mais c'est ça, donc voilà, c'est un beau résumé d'un film, ma foi, plein de légèreté, puis de bonheur, puis on est un peu dans le Trainspotting, de la musique, Trainspotting, Requiem for a Dream, d'une certaine façon. Tu sais, les films, c'est plus un film sur l'addiction à la drogue que sur... Puis c'était le but aussi. C'est ça. C'était l'objectif de Cox de faire un film comme ça, là, pour principalement, disait-il, démontrer l'effet dévastateur des drogues. Puis enfin, c'est ça. Ben, je pense que... On est rendu là? Ouais, mais je pense que c'est réussi aussi de la part de Cox, mais vas-y, parle-nous un peu. Oui, certainement. Donc, dans le fond, la mère de Sid, qui était... je sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où le film a été fait, elle l'était. Elle a quand même voulu empêcher ce film-là d'être fait. Puis, finalement, après avoir rencontré Cox, elle a décidé de les aider, dans le fond. Puis, dans le film, la chaîne que Gary Oldman porte à son cou avec le cadenas, qui est d'ailleurs la pochette du film que vous voyez si vous êtes sur YouTube, c'est la vraie chaîne de Sid Vicious, fait que c'est quand même sympathique. Daniel Day-Lewis aurait dû avoir ce rôle-là, mais a dit non. Ah non, ça, je me trompe avec Tim Roth, mais Daniel Day-Lewis a dit non. Tim Roth a aussi dit non pour le rôle de Johnny Rotten, par contre, donc le chanteur des Sex Pistols, parce que l'histoire était trop récente, dans le fond, puis il voulait pas s'embarquer là-dedans. Gary Oldman a dit non 2 fois avant d'accepter le rôle, puis finalement, il l'a accepté seulement pour l'argent. C'était un rôle de 35 000 pounds. Puis c'est ça, c'est la seule raison c'est la seule raison qui a fait qu'il avait accepté. Puis même je vous spoil un petit peu, mais Gary Oldman déteste le film. À chaque fois qu'il le voit à télé, il change de poste, il dit qu'il aime pas son interprétation de Sid Vicious, il aime pas l'histoire, il trouve ça un peu trash, c'est ça. Il y a vraiment pourtant lui c'est un alcoolique notoire, puis puis c'est ça, c'est un bad boy tout son temps à Hollywood puis tout là, il est pas il me semble qu'il y a des allégations aussi qui battaient du monde, là, mais bon, ça va avec l'espèce de rôle qu'il joue tout le temps. En 86, il avait peut-être pas la même... tu sais, il était tout frais, tout jeune. Parce que c'est ça qui l'a un peu fait connaître aussi. Là. Avant ça, il faisait du théâtre, puis c'est là qu'Alex Cox l'a découvert, puis lui a offert ce rôle-là après. Mais en tout cas, Courtney Love, qu'on a dit, qui jouait dans le film le rôle de Gretchen, dans le fond, elle a envoyé une vidéo d'audition dans laquelle elle disait pourquoi elle devrait jouer Nancy, parce qu'elle disait je suis Nancy Spungen et tout ça. Tu fais de l'héroïne. Ouais, c'est ça. Puis le réalisateur avait vraiment aimé son audition, mais les gens qui finançaient le projet ont dit qu'ils voulaient une actrice d'expérience. Fait qu'on a choisi Chloé Webb, qui j'imagine avait de l'expérience à cette époque-là. Mais par contre, le rôle de Gretchen a été écrit spécifiquement pour elle. Puis après, les gens ont quand même fait des parallèles entre sa relation avec Kurt Cobain puis celle dépeinte dans le film, en disant que finalement, c'est vrai que c'était une bonne Nancy. Enfin. Elle aussi, elle a des allégations de... Ben, s'est fait pogner souvent avec de la drogue, là, mais je sais pas de quoi, violence conjugale ou je sais pas trop, là, mais elle non plus, Courtney Love, elle l'a pas eu facile, là, elle l'a toujours pas facile. Mais c'est pour ça qu'il disait que, tu sais, dans le fond, c'était vraiment la bonne personne pour ça, mais il avait beaucoup aimé son audition, mais il n'y a pas eu l'approbation des gens qui finançaient le projet, malheureusement. Donc, mais c'est ça, ils ont créé le rôle de Gretchen pour elle. La scène de meurtre, justement, là, on en parlait tantôt, dans le fond, ça disait que les acteurs Chloé Webb et Gary Oldman ont improvisé leur texte pour cette scène-là. Par contre, se sont basés sur des entrevues et des documentaires qu'ils avaient vus, là, qui parlaient de ça. Puis, cette scène-là relève un peu de la fiction, là. C'est basé sur des conjectures. Ils ont comme pas pris de position vraiment. Tu sais, c'est ça. Dans le film, c'est pas... On le sait, là, que c'est lui qui le fait, mais c'est pas vraiment clair. C'était pas voulu. C'était pas... Tu sais, il y a comme une aura de mystère autour de cette scène-là, puis c'était le but aussi. Cox voulait faire son film en noir et blanc, mais il s'est fait dissuader de ça parce que il s'est fait dire en fait que ce serait un frein pour les spectateurs. Donc finalement le compromis qu'ils ont trouvé, puis je sais pas si tu avais remarqué pendant qu'on le regardait, c'est que ça c'est grâce à Roger Deakins, notamment je l'avais lu là, mais
Vas-y. Oui, ben je l'ai dit, donc dans le fond, l'idée qu'ils ont eue à la place, c'est de faire en sorte que les scènes dans le film, tranquillement, s'en viennent en noir et blanc. Donc au début, que c'est vraiment plus en couleur, puis que plus ça avance, puis là, je pense qu'à la scène de la fin, quand Sid embarque dans un taxi, puis là, on comprend que c'est une allégorie de la mort, là, qui rentre dans le taxi, Nancy est assise à côté, là, fait qu'on comprend. Je pense qu'elle est complètement en noir et blanc, donc c'est ça, tranquillement, on s'en va vers le gris, puis vers le noir et blanc, là. Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Sid Vicious s'est suicidé, en tout cas, il est mort d'une overdose, là, mais je pense 3 mois après, parce que c'est ça, il y a eu du stock, je pense qu'il est mort en novembre, là, il s'est fait emprisonner, il a été relâché, il a foutu la merde un peu partout, encore une fois. Il s'est fait reprendre, je sais pas trop pourquoi, puis c'est en février, je pense qu'il est mort. Donc voilà, c'est une fin de vie. Ben c'est ça. Pas facile. Puis tu sais, la fin, là, ça peut rappeler un peu Titanic, là. Pour vrai, c'est ça. Tu sais, il y a Sid qui débarque d'un. Je sais pas trop, il marche, là, puis là, il voit une place où il peut manger de la pizza. Ouais, c'est parce que la prison est comme à. Staten Island, je pense, en tout cas. Une île à New York, là, quelque chose comme ça. Ça doit être Staten Island, mais puis c'est ça, sa prison était là-bas, fait que ou son centre de désintox, en tout cas, un ou l'autre, puis ouais, c'est ça, là, après ça devient complètement flyé, puisqu'il y a une pizzeria complètement détruite, puis il va manger de la pizza là, puis ouais. Puis c'est ça, il embarque dans un taxi qui arrive de nulle part, Nancy est assise sur sa banquette, donc on comprend là que rendu là, il est plus là. Le pacte a été... Pas honoré, disons, mais en fait, le but est le même, finalement. Fait que c'est ça. Alex Cox, je disais tantôt, voulait faire un film sur, dans le fond, les dangers de la drogue pis ça, puis il voulait en aucun cas glorifier, dans le fond, les rockstars pis tout. Puis le titre du film au Mexique, peut se traduire par « Deux vies détruites par les drogues ». Donc on sort complètement de Sid et Nancy, puis Alex Cox a vraiment aimé ce titre-là. Puis dans le fond, dans le titre Sid et Nancy, il aimait pas ça pantoute, puis lui, il aurait voulu que ça soit quelque chose de ce genre-là. Ouais, il l'avait dit, c'était quoi, donc c'était Love... Love Kills, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est rendu le tagline du film. Puis aussi, dans le fond, je pense que j'ai comme perdu mon idée. Ben, le titre est comme une petite référence hommage à Roméo et Juliette. Fait que, ça, c'est... Effectivement. Enfin. Sid Vicious, dans la vraie vie, portait souvent un t-shirt rouge avec une... je sais pas comment le prononcer. Une swastika. Mais ça a été changé, évidemment, pour le film. À la place, c'est un t-shirt avec un point, je pense. En tout cas, c'est un symbole communiste. C'est la fossée puis le marteau, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça a été changé, évidemment. Il y a une scène dans un bar où les Sex Pistols font un spectacle, puis dans le fond, ça a été tourné avec des vrais punks. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment particulier de lire ça, mais dans ces années-là, il y avait comme une tradition pour les punks, dans le fond, que quand ils aimaient un band, ils leur crachaient dessus. Fait qu'ils ont fait ça. Mais les acteurs se sont vraiment plaints de ça à Cox, mais Cox les a laissés faire pour assurer l'authenticité de la scène. Fait que tu sais, ça devait être un peu... Ben, je pense pas que c'est... Je pense que ça existe encore, là, cette tradition-là. Je peux aller dans une tonne de show punk, là, mais il me semble d'avoir déjà vu ça, mais tu sais, c'est sûr que ça dépend quelle ampleur est le groupe punk, là. On rentrera pas Green Day là-dedans, là, mais tu sais, mettons des petites scènes, des petites salles en fait où le stage est assez près du public, là. Je pense que c'est quand même assez commun ça. Ben, ça se peut, en fait, je connais pas du tout les crowd punk, là. C'est un fait qui m'a surpris un peu, mais ça a l'air que c'est arrivé ça dans le tournage, puis les acteurs détestaient ça pour mourir, puis le réalisateur les laissait faire, fait que c'est un peu poche. Puis finalement, ben la première version du film faisait pas moins de 3h30, finalement, je pense qu'il dure 2 heures. 1h50, je pense. Enfin. Tantôt, on parlait de la réception. Dans le fond, ça n'a pas été un film qui a eu beaucoup de succès, là. Dans le fond, Cox a comme sauté sur le projet rapidement parce qu'il disait que si quelqu'un d'autre le faisait, ça présenterait les stars un peu plus comme des héros. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment de montrer tout l'envers du décor des drogues, si on veut, là, mais... Ben, à ce niveau-là, j'ai lu une analyse du film, puis je trouvais ça quand même drôle parce que c'est ça, lui, il veut pas présenter justement cet aspect soigné-là, parce qu'évidemment,
il était sale, je sais pas, mais tu sais, c'était très cru, très raw, là, comme groupe, comme personnage, puis t'sais, on le voit aussi dans beaucoup de déchets partout, c'est jamais vraiment propre, c'est toujours gris. Mais d'ailleurs, c'est ça, dans l'analyse, il montrait qu'il y avait une affiche promotionnelle du film qui avait été faite. Puis là, c'est plate parce que vous pouvez pas la voir, là, mais il y a la fameuse scène où Sid et Nancy s'embrassent dans une ruelle pleine de déchets, puis c'est ça, un beau moment quand même. Ça, c'est je vais te le montrer à toi, en fait, là, mais parce que vous pouvez pas le voir. C'est assez beau, là. Vous irez voir, en fait, vous écrirez Sid et Nancy, ça doit être d'impopulaire, mais ça, c'est la scène de base, donc on les voit. Puis pour la publicité du film, ils ont comme changé les couleurs. Ils ont, parce que l'original est assez bleu et noir, puis là après, là, l'autre est jaune. Puis éclairé, mais il n'y a plus les déchets à terre comme il y en avait ici. Puis ils ont enlevé le bras. On est plus proche, là. Ouais, on est plus rapproché. Mais non. Ok, ouais. Mais non, mais c'est ça, c'est juste que. Mais aussi, c'est qu'ils ont modifié, ils ont enlevé le bras ici, puis ils ont rajouté des seins à Nancy, en fait. Ce qu'elle n'a pas nécessairement ici. Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est bizarre un peu. C'est drôle de choix. Mais tu sais, c'est ça, je pense que les studios étaient pas nécessairement d'accord avec tous les choix artistiques de Cox, et puis ils ont voulu embellir à certains moments. En même temps, leur but c'est de faire de l'argent, mais je dis pas que c'est pas nécessairement un gage de succès parce qu'ils ont fait ça, puis ils ont fait 2 millions. Là, mais c'est ça, mais en même temps, puis c'est pour ça que je disais, je m'attendais plus à une espèce de. Ben c'est parce que tu sais, dans les dernières années, on a quand même vu Rocketman puis Bohemian Rhapsody, que bon, un est meilleur que l'autre, on s'entend. Mais dans les deux cas, on est dans des gros manoirs, il y a comme du luxe, c'est beau, c'est plein de couleurs, ça pète de partout. Ouais, c'est très glamour. Tu sais, oui, il y a de la drogue, oui, il y a de la déchéance, puis tout ça, il y a de l'alcool, il y a de la dépendance, mais on est dans des environnements qui sont vraiment luxueux, puis ici, il y a jamais ça, puis en même temps, ben non, je m'en ai dit, c'est peut-être le côté Angleterre, mais en même temps, c'est non, le côté parce punk, que, en fait. Ben, c'est probablement ça, mais tu sais, il y a une scène où, je me rappelle, je l'avais dit, là, quand on le regardait, qu'ils sont dans leur petit appartement, puis je me dis, tu sais, sont-tu déjà connus? Puis là, mais finalement, oui, tu sais, puis là, j'étais comme, ok, mais comment ça? Puis finalement, ben, c'est parce qu'ils flambent tout leur argent sur de la drogue. Puis, ils sont connus, mais ils sont pas très connus. Tu sais, la popularité, je crois, oui, elle était présente, mais elle est surtout venue par la suite. Évidemment, le décès de Sid Vicious a comme donné un petit game, mais il était déjà plus dans les Sex Pistols. Mais puis moi, ce qui m'a frappé, mais là, on n'est pas dans nos impressions nécessairement, mais ce qui m'a frappé, c'est que ils sont morts à 21 ans, là, je pense, ou peut-être même Nancy, peut-être même à 20 ans. Puis, ils ont pas l'air d'avoir 20 ans, ils ont l'air jeunes quand même, là, peut-être 24-25, mais je me dis, un crime à 21 ans, quand ils ont tous vécu, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, mais clairement, ça c'est la scène. C'était rock'n'roll, là, comme vie, pardon. C'était punk, comme vie. Ouais, c'était pas rock'n'roll, certain. Mais, enfin. Gary Oldman, qui avait longtemps là, refusé son rôle, finalement, a accepté ce rôle-là, a dû perdre, par contre, beaucoup de poids. Puis, Gary Oldman, on le connaît aussi pour les transformations, là. Ça ressemble pas souvent. Puis, non, c'est ça. Puis dans ce cas-ci, sa diète, c'était principalement du melon puis du poisson, ce qui lui a causé énormément de carences. Puis après, dans le fond, il a dû être hospitalisé là, parce qu'il était plus en santé du tout. Le film a un rating 18 ans et plus pour langage, violence et usage de drogue. Roger Ebert a dit que ça lui rappelait une espèce de punk rock Roméo et Juliette, puis il a donné la note de 4 sur 4 parce que Roger Ebert juge ses films sur 4. Donc c'est un drôle de système, mais c'est ça. Donc, on peut pas le critiquer, il a gagné un Pulitzer là, pour ses critiques de films. Je sais, mais c'est quand même... il a le doigt. C'est parce qu'après, comment tu peux donner un 80? Tu peux pas mettre 3,5, ça donne 83%, mais c'est comme... c'est bizarre. C'est des gros steps, mais il y a pas beaucoup de... il a quand même donné souvent 4 étoiles à des films, mais c'est pas tous les films qui a donné 4 étoiles qui se sont retrouvés dans sa liste de great films. C'est ça. Pour celui-là, ça le disait pas, en fait. Je pense pas qu'il est dedans. Il a donné 100%, mais considère pas que c'est un great film. Non. Enfin, on passera. La performance de Gary Oldman est située au rang 65 sur 100 des meilleurs de tous les temps. Puis,
sa performance aussi est au rang 8 sur 10 des meilleurs acteurs dans des rôles de rockstar. Le magazine Rolling Stone a dit que le film était le 3e meilleur sur le rock'n'roll. Puis, évidemment, ça parle pas de rock'n'roll, fait que... Non, mais tu sais... Ouais, ça parle de musique. En 2014, ça a été classé le meilleur 9e biopic de tous les temps. Là, j'ai l'impression que... je sais pas quels sont les autres biopics, là, ça le précisait pas. Mais il y en avait quand même, je me souviens j'avais fait, pour le ciné-histoire normal, j'avais fait quelque chose sur les biopics, puis... voilà, je l'avais mentionné à quelques reprises aussi, là, mais c'était en quelle année ça? C'est 2014. Ouais, il y en avait quand même plusieurs. Là. Il y a Not There, Bob Dylan. Il y a, pardon, il y a un film sur Joy Division. Puis en tout cas, il y en a quand même Ray. Ah ouais, c'est sûr. Pas Marion Cotillard, mais La Vie en Rose. Il y en a quand même eu plusieurs par la suite, mais c'est sûr qu'on voit une accélération du genre depuis quelques années, là, surtout avec l'espèce de verse, là, de biopic verse qu'ils veulent créer là, avec les mêmes. Parce que là, il y a Stardust aussi là, sur David Bowie qui sort très prochainement avec un pur inconnu dans le rôle titre. Donc, j'ai eu hâte de voir si ça va. Ben oui, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si ça va connaître du succès. Bon, évidemment, il y a la crise du coronavirus qui aidera pas aux recettes, là, mais ça a l'air. Il y a déjà quelques critiques qui sont sorties qui sont tièdes, disons. Mais tu sais, Bohemian Rhapsody, c'était pas. Mais en tout cas, mais Rocketman était quand même bien. Rocketman, moi, j'ai quand même bien apprécié. J'ai vraiment aimé, en fait, plusieurs choses dans ce film-là. Là. Puis le fait que Taron aussi chante, ça aide. Là. Rami Malek peut pas dire qu'il chante dans le film. Fait que il serait pas capable avec les dents. Non, c'est ça. Enfin, on n'a pas trippé sur Bohemian Rhapsody. J'ai détesté ça. Pour mourir. C'était d'ailleurs la photo de couverture de notre groupe Oscar 2019. Enfin. Ben 2020. Non. Oui, 2020. Voilà. Une grosse bulle, désolé. Le film a pas été un succès au box-office, mais c'est devenu un film culte par la suite. Puis le chanteur des Sex Pistols, par contre, était vraiment fâché là, qu'on le consulte pas pour le film. Dans le fond, le gars qui le jouait est allé le voir à New York pour lui parler du script, mais apparemment le film avait déjà été fini, là, le tournage. Fait que le chanteur dit que c'est vraiment une insulte. Alex Cox l'a jamais appelé, l'a jamais consulté. Il dit que la seule chose qu'il a réussi à avoir correctement, dans le fond, c'est le nom Sid. Il dit tu peux pas faire un film sur Sid et Nancy puis pas me parler. Il dit y a personne qui les connaît mieux que moi, puis tout ça. Puis il était vraiment fâché, là. Ouais. Puis dans le fond... on comprend aussi qu'il voulait pas vraiment faire un film sur Sid et Nancy. Là. C'était plus sur la drogue, dans le fond. Puis c'est triste parce qu'en même temps, le chanteur disait... ça montrait un peu plus le Sid de scène et pas le Sid personnel, mais il dit je peux pas en vouloir à Gary Oldman parce que c'est la faute à Alex Cox si c'est comme ça. Puis il a dit que Gary Oldman était un super bon acteur et tout, mais en tout cas c'est ça, il a pas trippé, disons. Puis même aujourd'hui il s'est fait inviter à des premières et tout, puis il a pas embarqué là-dedans là. Ça a gagné par contre le film plusieurs prix là. Ça a gagné meilleure actrice pour Nancy évidemment de la Boston Society Film Critics. Ça a gagné meilleur nouvel acteur pour Gary Oldman au Evening Standard British Film Awards. Ça a gagné le Critics Award, le film Critics Award à Sao Paulo en 86. Puis meilleure actrice de la National Society of Film Critics en 86 aussi. Donc c'est ça, Chloé Webb là, qui a eu beaucoup de reconnaissance pour son rôle de Nancy, ce qui est très bon parce que c'est ça, elle était vraiment bonne pour vrai. Enfin. Mais c'est ça, parlant du film, de ce qu'on en a pensé, moi c'est sûr que c'est un film qui tombe dans mes cordes aussi. Là. J'aime ça les films un peu trash, un peu, tu sais, qui te laissent une bonne... pas nécessairement une bonne impression, mais qui te reste en tête un peu, qui te fait vivre quelque chose. Celui-là, tu sais, La descente aux enfers est quand même assez trash, même après... Je sais pas si j'ai plus aimé la première moitié ou la deuxième moitié. La première se concentre vraiment plus sur comme les Sex Pistols, le début de leur relation, alors que la deuxième c'est vraiment juste eux qui sont gelés puis sous puis peu importe là. Donc je sais pas quelle partie j'ai le plus aimé. C'est sûr que Gary Oldman c'est un de mes acteurs favoris aussi, puis il livre encore une fois une super bonne performance. J'ai été content aussi de la performance de Chloé Webb qui fait vraiment une bonne job. Le film, c'est ça, il est très punk dans sa structure aussi, là, tu sais, c'est pas expérimental, là, mais c'est pas... c'était plus traditionnel
que je m'attendais. Par contre, là, je m'attendais à des espèces de jeux de caméra bizarres, puis comme de quoi d'un peu plus décousu. C'était pas vraiment le cas, mais reste qu'il y a quand même un bon 40-50 minutes où c'est juste eux autres qui sont sous l'influence de la drogue. Fait que c'est quand même assez lourd, disons. Là. C'est un lourd qui se compare à Requiem for a Dream. Trainspotting, c'est lourd, mais il y a quand même de la comédie un peu. C'est quand même certains aspects légers là, qui se retrouvent pas nécessairement dans la laideur, dans le sale, puis dans le trash, là, ça se rejoint, j'ai l'impression. Puis c'est ça, Sid et Nancy, c'est ça, j'aime ça les personnages trash là, qui fitent pas non plus dans leur cadre avec les autres personnes qui interagissent puis ça c'était exactement ce genre de film là. Par contre, c'est ça, je trouve qu'il a ralenti. Il ralentit, c'est ça, dans la deuxième moitié, puis ça devient un peu trop long. Je pense que ça aurait fait un bon... J'aurais plus apprécié le film s'il avait duré 1h30 que 2h, disons. Puis si on avait condensé un petit peu, mais bon, peut-être qu'on n'aurait pas pu voir la déchéance se passer de la même façon. C'est un groupe que je connaissais pas vraiment. Tu sais, je connais évidemment 2 tunes, Anarchy in the UK, puis l'autre, là, Holiday in Cambodia, je crois. Mais... ça montre surtout, c'est ça, une scène glamour, une scène pas glamour en fait du Royaume-Uni. Tu sais, quand on pense au Royaume-Uni, on pense à des gens posés puis des gens très, je sais pas comment le dire là, non, je sais pas comment le dire, mais très, tu sais ce que je veux dire là, tu sais, des gens très qui parlent pas là, tu sais, des Américains, c'est loud là, tu sais, c'est des Américains. Mais ça doit aller dans la réserve qui vient avec les Anglais en général là. Ouais, mais c'est ça, réservé, puis ils déplacent pas d'air, à la limite ils ressemblent à des Canadiens là, sur certains aspects, puis là on n'est pas là du tout. Même ça présente assez bien, j'ai l'impression, une génération nihiliste qui est une jeunesse aussi là, qui s'oppose à toute forme d'autorité. On sait que le Royaume-Uni aussi dans les années 70, surtout 80 aussi, il y a Margaret Thatcher, mais il y a quand même certains épisodes pas très glorieux, des conflits à l'international, puis tout. En tout cas, ça brassait quand même un petit peu dans les années 70 au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de références aussi à d'autres films qui sont dans Criterion, mais d'autres films en général. Là, souvent, on les voit les deux en train d'écouter la télé, puis il y a Night of the Living Dead qui joue. Il y a des posters de Easy Rider. Il y a d'autres films qu'on n'a pas réussi à identifier, mais que c'est ça. C'est vrai. Mais ça serait sûrement répertorié dans IMDb, j'ai l'impression. Peut-être. Mais bon, ça c'était quand même assez bien. J'ai l'impression que c'est une bonne représentation de l'addiction en général, mais là, tu sais, je pourrais pas le dire parce que j'ai jamais été addict nécessairement, mais ça pourrait être bien de se renseigner peut-être un peu plus là-dessus, voir, tu sais, est-ce que c'est une représentation fidèle ou si c'est justement notre idée qu'on se fait de descente aux enfers puis d'une descente vers la drogue. Mais bon, j'ai pas statué nécessairement là-dessus, mais somme toute, j'ai quand même bien apprécié. Mais c'est ça ralentit vraiment, puis il y a vraiment quelques longueurs qui... Au début, je pensais vraiment y donner 4 étoiles, peut-être même plus, puis plus ça avançait, puis plus, c'est ça, il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Il faut dire aussi, tu sais, c'est pas le personnage typique que tu fais un biopic dessus, là. Mais c'est pas le chanteur, non? C'est pas le chanteur. C'est comme le Pete Wentz du... ouais, c'est pas le chanteur, puis c'est... Tu sais, il a rien fait là, au final là, il a été dans les Sex Pistols 2 ans parce qu'après ça il s'est fait mettre dehors. Là il est parti d'une carrière solo qui a évidemment pas fonctionné, mais comme tu sais il est juste connu pour être mort, puis avec l'histoire, c'est un meurtre, c'est pas un meurtre, tu sais, il avait 21 ans là, il a pas commencé à faire de la musique à 6 ans non plus, il était pas connu, il a été connu 3 ans puis ça a fini là. Fait que c'est pas le sujet typique, disons. C'est pour ça que je pense que le film est moins un biopic et plus comme une descente, un film sur la drogue en général. Puis on se rappelle aussi que c'est son objectif là, c'est très clair, il l'a dit à maintes et maintes reprises. Fait que je pense que l'opinion est valable. On se rappelle aussi que les années 80, c'est quand même une période assez trash en fait de drogue. Aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde aussi, 70-80, c'est le début de la cocaïne de masse, disons. Là, je me souviens plus en quelle année est mort Peter Sellers, mais lui aussi est mort d'une overdose. Évidemment, il y en a eu plusieurs dans les années Peter 70. Sellers, la Panthère Rose. Ouais, il est mort d'une overdose. Mort
80. Ouais, c'est ça. D'une overdose pas de coke, mais en tout cas, je sais pas trop quoi. Mais tu sais, c'est ça. C'était pas la seule personne non plus qui était morte d'une overdose. Il y a ceux qu'on pense évidemment à Jimi Hendrix, Jim Morrison. La gang des 27 ans, là. C'est ça, dans les années début 70, fin 60, là. Mais tu sais, ça, je pense que c'était vraiment plus un espèce de. Je trouve pas le terme, là. En tout cas, c'est un message contre la drogue. Bien que c'est pas très moralisateur non plus, de se présenter comme un peu objectivement. Il n'y a pas vraiment de parti pris sur le fait qu'on devrait trouver ça mal. J'imagine que... J'ai l'impression que c'est facile dans le film de se placer à la place, dans le fond, des gens à l'extérieur de ça. Il y a plusieurs scènes où ils sont avec un autre groupe, puis là, je me rappelle pas c'est qui, là, l'autre groupe, parce qu'ils font leur tournée avec eux, puis... les gars des Sex Pistols, justement, consomment ou boivent beaucoup. Il y a Nancy qui est là, complètement défoncée tout le temps. Puis, l'autre groupe dit, ben non, on s'entraîne le matin, on mange bien, on boit pas, on fait jamais telle affaire. Puis, les gars, ils sont comme, OK, mais ils seront pas dans le même univers. Puis, tout le moment aussi où ils sont dans la famille de Nancy avec ses grands-parents, je pense. Puis là, sont là, puis malgré... leur statut, disons, il est quand même connu pis tout ça, mais ça clash là, avec la famille, sont vraiment loud dans le sous-sol en train de jouer de la guitare pis tout ça, pis de sauter partout, pis les enfants qui veulent jouer genre à d'autres choses, pis c'est ça, il y a comme vraiment... c'est facile là, de se positionner dans leur position à eux, dans le fond, puis de voir ça, puis je pense que, ou en tout cas, c'est peut-être comment moi je l'ai ressenti, là, mais tu sais, pour moi, c'est trop lourd, là, un film comme ça. Ouais, c'est ça. Je le voyais aussi, là, du coin de l'œil. Tu sais, moi, c'est ça, c'est le genre de film que j'apprécie quand même, mais toi, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai rien contre le chaos, là, mais peut-être que quand on va regarder High Rise, on pourra en reparler. J'ai rien contre le chaos dans les films, mais dans ce cas-ci, c'est que c'est vraiment... c'est trop fort, c'est trop présent. J'aime pas les personnes loud en général, puis là-dedans, c'est que ça arrête jamais. Il y a Uncut Gems qu'on a regardé récemment. C'était mon parallèle que je voulais faire, oui, c'est ça. Mais vas-y. Non, ok, c'est bon. Uncut Gems qu'on a regardé après avoir eu toute la réputation qu'il a, là. Puis, mon Dieu, que j'ai haï ça. J'étais pas capable. Tout est trop exacerbé, c'est fort, c'est puissant, il y a trop de bruit tout le temps, de la musique, du monde qui parle en même temps que les autres. Il y a comme des gestes qui sont trop rapides. Je suis trop sollicitée dans ce genre de film-là, puis pourtant j'aime ça quand quelque chose me garde attentive puis est captivant, mais dans ces deux cas-là, je pense que je pourrais les comparer à ce niveau-là. C'est trop pour moi, en tout cas. Puis ça fait en sorte que j'ai pas mis une si bonne note que ça, parce que, puis même l'histoire, je la trouve simple. Je trouve qu'il y a pas vraiment de trucs qui surprennent là-dedans. C'est super classique dans sa construction. La couleur, c'est bien, là, mais tu sais, à part ça, c'est ça. Puis aussi parce qu'il y a pas l'élément de fame que j'attendais, puis tout ça, fait qu'il y a comme plusieurs aspects qui font que je lui ai mis une moins bonne note que peut-être toi. Tu as mis combien? J'ai mis 3, je pense. C'est toi qui as le fichier d'ouvert sur nos notes. Je pense que c'était 3. On va savoir ça maintenant. Ben, non. Donc, oui, c'est ça. Je lui ai mis 3. Mais je l'ai quand même pas placé en dernier, là. Sauf que c'est ça. C'est pas le genre de film qui me plaît, parce que c'est juste trop, en fait. Puis je pense que c'est le bon terme, là. Je peux pas dire trop quoi. Tu sais, c'est trop fort, c'est trop présent, il y a trop c'est très... d'affaires, tu sais, comme... Puis pourtant, disons, les autres sur la drogue, tu sais, Trainspotting, qu'on a mentionné, puis Requiem, dans le fond, ça va, tu sais, je pense pas les réécouter bientôt, là, ça fait quand même un moment qu'on les a vus, mais c'était correct, tu sais, mais dans ce cas-là, j'étais pas capable, tu sais, j'ai essayé, puis mon Dieu que c'est pas, c'est ça, c'est pas le fun. Non, ben c'est correct. Puis en même temps, mais c'est ça, il est un peu sale, le film, il est un peu, la même chose, mais je pense que j'aurais peut-être pas aimé la même chose, mais mettons Rocketman, s'il avait pris cette tangente-là,
peut-être que ça aurait mieux passé parce qu'il y a plein de couleurs puis qu'il y a des costumes vraiment flamboyants. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans là, de mes goûts personnels puis de mes habitudes cinématographiques aussi, puis c'est ça. Faut pas s'entêter à aimer un film qu'on n'aime pas non plus. Non, mais c'est ça, mais écoute. Pas parce qu'il y a une bonne réputation qu'on se doit de l'aimer non plus nécessairement. Mais il y a pas tant une bonne réputation. Ben, mitigé, tu sais, il y en a qui aiment vraiment ça, puis il y en a qui, je veux dire, par réputation, je veux dire, c'est de l'auditoire, là, des cinéphiles ou des critiques. Moi, pour ma part, c'est ça, j'ai failli y mettre 4 étoiles, mais finalement, ça va être 3 étoiles et demie. C'est ça, il y a un petit peu trop de longueur, malheureusement. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu sais, j'ai quand même bien aimé mon expérience. Ça fait très... Bon, je l'ai déjà mentionné. On va se garder à 3 étoiles et demie. Je voulais juste mentionner, avant qu'on parle des références, que c'est la pochette du film sur IMDb, en fait, l'espèce d'image retouchée. Donc, si vous trouvez l'image dans le film où les deux s'embrassent dans une ruelle, là, vous allez remarquer que c'est ça. C'est pas la même image. Là, mais bon, des choses qui arrivent. Peut-être que c'est une autre scène, un outtake ou quelque chose comme ça qu'ils n'ont pas pris puis qu'ils ont repris pour la pochette. Je sais pas, là. Mais d'après moi, ça ressemble à être une modification pour... Mais bon. Références, oui, mais là, en fait, tantôt, tu as dit il y avait beaucoup de références dans le film, mais je vais les nommer. C'est rare, là. D'habitude, je fais l'inverse, mais là, je vais faire les deux. Donc, dans le fond, ils ont... Il y a un épisode de Doctor Who qui joue dans le film. Il y a le poster de Easy Rider qu'on peut voir dans l'appartement. Ouais. Il y a un policier quand Sid sort de prison ou peu importe là, qui répète un dialogue de Alex dans Orange Mécanique, donc Clockwork Orange. Il y a Saturday Night Fever qu'on voit dans le fond à l'affiche dans un cinéma. Là, il y a The Great Rock'n'Roll Swindle, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis apparemment le film Dead on Arrival, donc DOA en 1980. Fait que c'est ça. Fait que donc Night of the Living Dead est pas là. Mais c'était peut-être un épisode de Doctor Who malgré que ça ressemblait beaucoup à Night of the Living Dead. C'est rare qu'on voit des gens mettre du feu à des zombies dans Doctor Who, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est un bon point. Concernant les échos là, dans la culture populaire, donc encore une fois, selon toute vraisemblance, beaucoup d'épisodes de Mystery Science Theater 3000, plein de petites références à des bouts de dialogue, tout ça. Un épisode de Buffy dans lequel la chanson My Way, la version de Gary Oldman joue. Parce que c'est ça, il c'est la chanson, dans le film, là. C'est la seule chanson, disons, moindrement connue de la carrière solo de Sid Vicious. Là. Je pense qu'il n'a même pas réussi à faire un album complet avant de mourir. Mais tu sais, c'est ça, il y a eu une espèce de EP ou je sais pas trop quoi qui a été... qui est sorti par la suite, mais c'est ça. On le voit, on voit parce qu'il y a comme un semi-vidéoclip, je pense, là, qui est sur YouTube, puis c'est comme il recrée le vidéoclip, ou du moins le tournage du vidéoclip dans le film. Mais c'est ça, voilà. Ben c'est ça, donc c'est particulier qu'il ait choisi la version de Gary Oldman, puis pas la version de Sid Vicious, mais bon, un choix parmi tant d'autres. Un épisode de Gilmore Girls, dont le titre est Nick and Nora, Sid and Nancy. Donc Nick and Nora, je vous rappelle, Infinite Playlist, là, avec... Michael Cera, puis... Exactement, Kat Dennings, la fille de Two Broke Girls. Il y a aussi un épisode de Gilmore Girls où Lorelai rêve qu'elle a des jumeaux, dans le fond, puis Luke les appelle Sid et Nancy. Un épisode de Dawson où, c'est un peu trash, là, mais Joey compare sa relation avec Percy à la leur. Là, pour vrai, il n'y a aucune drogue dans Dawson, en tout cas pas de ce que je me rappelle de Dawson, mais bon, ça devait être une relation assez malsaine. Il y a énormément d'épisodes de Nana. Dans le fond, là, j'ai fait une petite recherche. Nana, c'est une série d'animés, dans le fond, puis il y a 37 épisodes au total, puis il y en a 21 qui font des références à Sid et Nancy, puis là, je les ai pas tous répertoriés, là, mais en tout cas, des références au titre, des références à l'histoire, des références aux personnages, etc. Un épisode des Simpsons qui parodie le film. Dans le fond, c'est un épisode qui est séparé en 3 segments, puis le dernier, ce serait la parodie de ce film-là. Ça, je m'en souviens. Je me souviens de l'avoir vu, là, Bart, c'est Bart, là, il me semble, qui est comme Sid Vicious avec des cheveux... parce que ça, moi je pensais... je connais vraiment pas les Sex Pistols. Je pensais que c'était le chanteur, en fait, du groupe. Finalement, pas du tout, mais c'est ça. Je me souviens plus c'est qui la fille avec qui Bart y est, là, mais c'est ça. Le outfit
punk avec les cheveux dans les airs. Puis, Ben c'est ça, ça m'étonne pas. Les Simpsons, je pense qu'ils vont revenir souvent dans nos références. Il y a le film 500 Days of Summer avec Joseph Gordon-Levitt où la relation est mentionnée. Et tantôt, j'ai découvert une autre référence pendant qu'on faisait notre jogging. Parce que je l'ai pas trouvé sur IMDb, mais clairement, je vais l'ajouter. Il y a la chanson Butterfly de Crazy Town là, qui fait une référence. Dans le fond, ils disent... Whatever tickles your fancy, girl, it's you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil talking about butterflies in my head. Là, je sais pas où est-ce que ça se place dans la chanson, là, mais c'est ça, on courait, puis j'ai vraiment entendu like Sid and Nancy. Puis là, je nous ai arrêté de courir pour te le dire. Ben, tu vois, c'est rempli de surprises, ce projet-là de Criterion. Hein, mais j'en revenais tout pas. Est dans tout. Ben, c'est ça, exactement. Puis, il me semble que je voulais dire autre chose, mais ça m'échappe. Fait que, mais on n'a pas... je pense qu'on n'a pas repéré de cintre dans ce film-là. Si on va dans le fichier... Pour ceux qui tiennent à part... Tu vas pouvoir voir. Là, j'ai fait le palmarès. Non, pas de cintre. Oui, c'est ça, la référence que je voulais faire. On se posait la question quand on regardait le film si Crazy de Jean-Marc Vallée, dans le fond, si le personnage de Zach était un peu inspiré parce qu'ils ont le même look, là, honnêtement. Je pense que ça fit pas avec les années parce que Zach est né en 1960, puis là, on serait comme en 76... 77 là, pendant qu'il est ado. Ouais. Mais il y a les mêmes cheveux, il y a comme le même look un peu du maquillage, tout ça. C'est pas clair là, si c'en est une référence. Faudrait demander à Jean-Marc, mais ça pourrait. Je vais y envoyer un courriel. Ben voilà. Mais ça pourrait en être une parce que pour vrai, c'est la même image là. Même shape aussi, là, même pas mal tout, là, mais en même temps, il n'y a jamais de chanson des Sex Pistols dans le film, puis il en parle pas, fait que tu sais, je pense pas nécessairement que je pense que les années pourraient fitter, je pense. Là. En tout cas, faudrait voir, là, mais c'est ça, ça y ressemble quand même pas mal. Fait que voilà! Oui. Fait que là, on serait rendu à notre top 10, top 20. Ouais, ben pas top 20, là, mais... T'sais, ça délogera pas malheureusement de Silence of the Lamb qui va demeurer au sommet de notre palmarès, mais si on peut faire un top 10 de la deuxième dizaine. Ouais. Je sais pas comment tu veux procéder. Est-ce qu'on y va à tour de rôle ou chacun... vas-y, puis je vais y aller après. Ok, moi en 10e place, je vais placer The Seventh Seal de Ingmar Bergman, qui est le seul qui m'a vraiment déçu de cette dizaine-là. En général, la dizaine, je l'ai trouvé plus faible que la première dizaine qu'on a regardée. Il y avait moins de grands classiques. J'ai fait des belles découvertes, mais il n'y a pas de film à part The Silence of the Lamb que j'avais déjà vu de toute façon qui m'ont jeté à terre. Mais bon, donc Seventh Seal en 10e place. En 9e place, Samurai 2. Duel at Ishijoji Temple. En 8e place, Samurai 1, Musashi Miyamoto. En 7e place, Shock Corridor de Samuel Fuller. En 6e place, Samurai 3, Duel at Ganryu Island. Puis c'est probablement à ce rang-là que je placerai la trilogie dans son ensemble. Je pense que la trilogie est aussi bonne que son meilleur film, là, parce que chacun, oui, peuvent se prendre peut-être indépendamment, là, mais en tout cas, je pense que le niveau est assez similaire d'un film à l'autre. Je leur ai mis tous 3 étoiles et demie d'ailleurs, là, donc, mais je pense que c'est ça vaut, c'est bon pour une 6e place dans mon cas. En 5e place, moi je place Sid and Nancy. En 4e place, je place The Naked Kiss. En 3e, on a Salo, qui a fait une bonne impression sur moi, mais que je crois qu'il n'était pas fait bonne impression. En 2e place, This is Spinal Tap. Et sans surprise, en 1re place, The Silence of the Lambs, qui est un très grand film, c'est un chef-d'œuvre. Rien de moins. Oui, là, oui. Je suis bien d'accord avec ça. Un film exceptionnel. Pour ma part, je vais peut-être interchanger là, mes positions 9 et 10 dans le fond, mais ça se joue pas mal entre The Seventh Seal puis Salo. Seventh Seal un peu, pas mal décevant dans le fond parce qu'on cherchait trop d'analyse, là, si vous vous rappelez, on essayait de voir des choses qui finalement avaient pas, il était pas là dans le fond. Salo que je suis un peu tannée de voir puis que je trouve jamais le fun à regarder, mais qui est efficace puis qui a beaucoup de choses à savoir autour, ce qui le rend intéressant, mais pas du tout mon genre de film. En 8e, Sid and Nancy, malheureusement. 7e, Samurai 1. En 6e, Shock Corridor. En 5e, Samurai 2 et pas mal la trilogie en même temps. 4e, The Naked Kiss. 3e, Samurai 3, que j'ai particulièrement aimé, que je lui ai mis 4 sur 5. En
Deuxième, This is Spinal Tap, vraiment rafraîchissant de voir ce genre de film-là dans Criterion. Ça m'a fait du bien. Puis en premier, Silence of the Lambs aussi, avec un bon 4,5. Nos deux premières places sont identiques, ce qui est quand même pas si mal. On peut faire notre top 3, en fait, on a de toute la collection jusqu'à présent. Oui. On a le même top 3, en fait, donc ça va prendre moins de temps. Pardon, je digère toujours. En troisième place, on a Amarcord de Federico Fellini. Vraiment un super bon film. J'y pense encore. C'était bon, ce film-là. On va certainement le regarder encore dans les années à venir. Exactement. En deuxième place, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui lui aussi est un... Moi aussi, j'y pense encore, mais j'ai bien hâte de le revoir, surtout avec la nouvelle version, l'opéra de Philip Glass. Oui. J'ai bien hâte de le revoir un jour. Et en première place, c'est The Silence of the Lambs. Évidemment. Oui, indétrônable. Puis je pense qu'il va rester là un bon petit moment, quoique la prochaine dizaine est quand même prometteuse. Peut-être plus pour toi que pour moi. Mais c'est ça, là, on rentre dans 21 à 30 qui sont... en tout cas, on a regardé déjà les bandes annonces, on se fait toujours ça un petit peu avant de commencer, puis... ça a l'air, en tout cas, d'être totalement mon genre de film pour les 10 prochains. Toutes des affaires de crimes, d'enquête, des thrillers policiers, tout ça. Puis on commence ça avec Dead Ringers à la position 21, un film de David Cronenberg de 1988, un film américain qui promet. Ouais. J'ai bien c'est ça, hâte, on a vu quelques-uns des Cronenberg, là, mais pas ces films d'horreur qui ont fait, disons, sa renommée. On a vu Eastern Promises... qui est quand même plus récent. Mais c'était très bon aussi. Il a fait Cosmopolis aussi, que j'ai aperçu des extraits. C'est ça, c'est plus l'aspect horreur, là. C'est plus ces films d'horreur que je connais absolument pas, ça, puis Vidéodrome, puis tous ces trucs-là. J'ai bien hâte de découvrir David Cronenberg. Mais c'est ça, pour la prochaine dizaine, ça a l'air plus d'être des films d'enquête, sauf pour un ou deux peut-être. Mais dans cette dizaine-là, de 11 à 20, j'ai pas vraiment vu de thématique nécessairement. Non, effectivement, ouais. C'était particulier avec la trilogie, là, peut-être, là, qui occupe une grande partie, mais c'est ça, j'ai mieux aimé la première trilogie que la deuxième. Dizaine, ça. Ouais, première dizaine que la deuxième. Mais c'est ça, il y avait quand même une certaine bonne... il était un peu moins représentatif peut-être, là. Il y a beaucoup de films japonais, évidemment, à cause de la trilogie, beaucoup de films américains, ce qu'il n'y avait pas dans la première dizaine. Mais non, on n'est pas découragé du projet. Je pense que ça va bon train. C'est vraiment, vraiment cool. Puis au numéro 40, on arrive. Moi, j'ai bien hâte. Là, c'est Armageddon qui nous attend au 40. Parce que Criterion a comme une petite période où il y avait des films un peu plus mainstream là, sur leur plateforme. Justement, le numéro 23 dans cette prochaine dizaine, il y a Robocop. Rien de moins que Robocop. J'ai jamais vu ça, malheureusement. Non, ça va être vraiment cool, je pense. Puis il y a comme on en avait parlé, là, Flesh for Frankenstein puis Blood for Dracula, qui ont l'air particuliers. Horreur B, j'imagine. Film de genre, C'est ça. Ça va être une belle dizaine, j'ai l'impression. Ça plein de mystères puis d'enquêtes puis tout. Donc, bien hâte de voir ça. Puis on arrive, on continue, ça va bon train. Donc, Merci d'être des nôtres semaine après semaine. Puis c'est ça, on va commencer la dizaine dans quelques instants. Dans quelques jours, disons. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Allez lire justement notre texte sur les impressions de la dizaine, qui sont un peu plus étoffées. Merci d'avoir été des nôtres, puis on se reparle la semaine prochaine.